Bonjour à tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi c'est Aurélie. Aujourd'hui on vous propose la rencontre d'un troisième type et même davantage. Non, ça sera pas juste Poe, Finn et Kylo. On va rencontrer des types d'un genre très particulier qui sont les extraterrestres dans Star Wars. Et il y a de quoi faire, hein, bien sûr. On va pas tous les citer, simplement ceux qui nous ont le plus marqué, qui ont les designs les plus sympas ou les cultures les plus sympas. Oui, ceux qui nous ont tapé dans l'œil. Pas toujours pour les bonnes raisons d'ailleurs. Hein. Ce sera pas. On va vraiment voir du bon, de la brute et du truand. The bad and the beautiful and the ugly, tu vois. And the very ugly, ouais. Oui, ça voilà. Donc on n'a pas forcément prétention à être exhaustive, à avoir absolument tous les détails des espèces, etc. On va vous faire des petites portes d'entrée sur certains, mais on n'est pas non plus une encyclopédie vivante, mais on va vous apporter des petits détails qu'on trouve intéressants et puis notre ressenti sur les extraterrestres dans l'ordre, alors chronologique, pas de l'histoire, mais dans l'ordre dans lequel on a reçu les films. Oui, dans leur ordre de sortie. Parce que c'est vrai que on évoquait Yoda en préparant cet épisode. Grosse révélation dans l'épisode 5. C'est sûr que si on a vu la prélogie avant, ça tombe un peu à plat, quoi. Il était un peu raté dans la prélogie. À la limite, il y aurait eu une évolution dans le sens positif. Mais bon, non, ça semblait pas logique par rapport à Yoda déjà de pas parler. Puis en plus, il est vrai qu'il y a une évolution dans la conception, dans les effets pratiques. On va pas forcément, encore une fois, rentrer dans le détail de tout ça. Ça mériterait des épisodes spécifiques. Mais c'est plus... allez, on va s'amuser avec les aliens. Donc c'est parti avec l'épisode 4, Un nouvel espoir. Moi, la première race d'aliens qui me vient à l'esprit, c'est les Jawa. Voilà, moi aussi. Parce que je crois que c'est les premiers qu'on rencontre, de toute façon. Quand 6PO et R2D2 sont en goguette sur Tatooine, dans les dunes. C'est ça. Moi, ils m'ont fichu les boules. Ils faisaient flipper avec leurs yeux brillants dans leur capuche, là. Oui, puis avec les bruits bizarres qu'ils font. Enfin, je sais pas, mais c'était... Alors qu'ils sont pas foncièrement dangereux, en fait, les Jawa. Hein. Bon, c'est quand même des petites saloperies. Hein. Ah oui, c'est ils revendent au black, c'est des pilleurs, c'est des machins. Mais après, c'est pour survivre. Hein. Oui. Ils annoncent un peu les pilleurs d'épaves de Jakku, quelque part. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. On est déjà dans le domaine des pilleurs bricoleurs, là, avec leur fer à repasser géant monté sur roulette. Ah ouais, il était bizarre ce vaisseau. Tu disais, mais comment c'est possible à conduire dans les dunes et tout, dans le désert? Vous êtes allés dans le désert, les gars? C'est pas possible, ça roule pas. C'est ça, tu les imagines s'enfoncer dans des... Enfin, les Jawa, du coup, il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que ça, comme on voit pas leur tête, on sait pas trop à quoi ils ressemblent. Enfin, j'ai même pas imaginé un Jawa qui prend sa douche. Je crois qu'ils prennent pas. Ils en prennent pas, en fait. Prennent pas de douche. Je sais pas. Alors, t'imagines, tu dois les sentir arriver, les Jawa. Hein. Un peu comme Rey, ouais. Rey, tu dois la sentir arriver dans l'épisode 7 aussi. Ils se lavent pas non plus dans le désert. Ils se mettent au grand air, ils font des toilettes sèches comme pas mal de tribus de milieux arides, on peut imaginer. Mais là, c'est pure spéculation, c'est pas très intéressant. Est-ce que toi tu as noté, parce que ce qui vient juste derrière c'est évidemment les Bantha et les hommes des diables, les Tusken là, tu les avais notés toi dans ta liste? Non, non. Moi, c'est vraiment les Jawa. En fait, et après, j'étais passée directement à la galerie de tronches à Mos Eisley. À Mos Eisley. Moi aussi, je les ai complètement zappés, les Yak béliers et puis les Tusken. J'ai pas grand chose à en dire nécessairement. Donc, on peut passer directement à la cantina. Là, c'est le régal. Hein. C'est plus haut regarder. Hein. Et en plus, juste avant, on nous a dit qu'il fallait pas regarder. Bon, on est obligé. Enfin, c'est la recommandation de Luke, d'Obi-Wan à Luke. Regarde pas les gens, mais on sait entre l'autre là, entre Ponda Baba là déjà avec son nom. Ponda Baba qui a quand même qui ressemble à un morse, hein, soi-disant, mais qui a vraiment les boules proéminentes là. Déjà, premièrement, l'autre avec son nez de cochon. Bon, passons. Diable. T'en as qui le diable. Le diable. Il y a le diable. Et alors moi tout de suite j'ai noté, alors oui, je ne pense qu'à ça, les bites. Ah oui, je suis désolée. L'orchestre. L'orchestre, mais alors là, franchement,
On va pas me dire qu'il y a pas quelqu'un qui parlait pas français dans cette joyeuse bande là. D'ailleurs, on remarquera qu'à chaque fois qu'on a des musicos dans Star Wars, il y a toujours un vague truc sexuel derrière qui se joue, hein. Donc ils sont là en train de jouer l'instrument avant, hein, donc ils sont là flop 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 avec leur cuivre. Non, pas instrument avant Non, d'ailleurs. il y a des clarinettes. Moi, j'avais gardé ce les visuel clarinettes. de navets C'est dans ça. lequel on plante un cure-dent. Mais des navets, rien du tout. C'est des grands chauves à col roulé. Tu peux pas faire plus beat que ça, quoi. Et en plus, la musique qui joue, c'est du jizz. Alors, jizz en anglais, excusez-moi. Bon, C'est le foutre. alors, oui, on va dire le sperme en manière un peu plus... Ce sera un peu plus classe de biologie, tu vois, première année éducation sexuelle. Sauf que le terme jizz, c'est un terme ordurier. En anglais, c'est pas Oui, t'as le mot raison, t'as raison. technique. Si on veut... Oui, c'est vrai. Si on veut être... c'est ça. Donc franchement, il y en a qui se sont marrés, là. Hein, Ils se sont fait plaisir. Bah ouais. Enfin, bon, j'avais toujours remarqué le design, mais quand j'ai vu le nom la première fois, j'ai halluciné, moi. Mais t'as des trucs comme ça qui sont vraiment pas politiquement corrects. Alors, c'est pas un alien, mais t'as quand même le pilote de la rébellion le plus rondouillet qui attaque l'étoile noire à la fin de l'épisode 4. Ils l'ont appelé Porkins. Oui, Non, mais les d'accord. gars, quoi. Sérieux? Bah, c'était les années 80. Non, mais c'est vrai, c'était pas des époques très sérieuses non plus, hein. Je pense qu'il y avait moins de politiquement correct. Ah, carrément. Fin des années 70, ils se permettent, dans les années 80, ils se permettaient beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Hein. À part ça, bah évidemment le Wookiee, hein, première fois qu'on voit ouais. Chewbacca. Alors le grande histoire d'amour avec les Wookiees, Nookie with the Wookiee, on vous renvoie au magnifique roman érotique disponible sur Kindle, dans toutes les meilleures librairies, j'en doute pas. Non, mais c'est vrai que voilà, hein, Chewbacca dès le début. Ah ouais, il en jette. Il est chou, il est mignon. Quand même, il éclipse pas mal d'autres bestioles dans l'épisode 4, hein. Parce qu'il fait penser à un chien. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut avoir comme un animal domestique. On avait déjà évoqué le fait que son design sa création était inspirée par le chien de George Lucas. Donc, ouais, on se voit bien lui faire des câlins, lui gratter la tête et tout. Ah, puis même au niveau des bruits, hein, son cri, c'est un grand standard, hein, c'est un mélange, je crois, de chien, d'otarie, de je sais plus quoi, il y a un animal marin, et puis il y a Oui, je crois qu'il y a un otarie ou l'éléphant de mer, un truc comme ça. Ouais, il y a c'est un mammifère marin, ouais. Oui, il y a eu un mélange de ce genre-là. Et alors, par contre, un truc qui me gêne avec les Wookiees, on va pas reparler sur Kashyyyk parce que là, on a toute la palette, hein, c'est que ça fait quand même partie, on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail, mais probablement de la rare créature où malheureusement les petits ne sont pas très mignons parce que, bon, ils nous ont pas encore collé un vrai bébé Wookiee, à part dans l'épisode spécial Noël, où alors là, carrément, t'as envie de te suicider, hein. Tu demandes tout de suite où est le gaz, hein. Il est tellement affreux, parce que d'habitude, leurs créatures, comme on va pouvoir le dire un peu plus tard, sont tellement choupignoutes quand elles sont petites que t'as envie de pleurer, mais là, t'as envie de pleurer parce que c'est trop affreux, le Wookiee. Pas dans le bon Donc sens c'est du terme. déception, parce que tu pourrais penser qu'un bébé chiot comme ça, tu te fais direct la Belle et le Clochard, t'as envie de l'avoir à Noël avec son ruban, tu sais, sous le sapin. Là, t'as envie qu'il soit dans le sapin, 6 pieds sous terre, hein. Tu t'en veux pas. Qu'il l'alimente par les racines. Ah, putain, mais te reproduis pas, quoi, Chewbacca, quoi. Faut pas faire ça, hein. C'est une horreur. Bah, le problème, c'est qu'il s'est reproduit dans l'univers étendu, mais bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, les bébés mais Wookiees, alors il faut c'est pas génial, ouais. faut que quelqu'un retravaille sur le design des bébés Wookiees de manière sérieuse, hein. C'est vraiment à envisager. Est-ce que t'en as d'autres dans la cantina sur lesquels tu veux parler? Dans la cantina, moi, non, vraiment, ceux qui m'avaient plus marqué, c'était les bulbes qui faisaient le quatuor, voilà. Bah, les bites! Bah, utilise le terme! Bah, moi, gamine, ça m'avait pas évoqué des bites, ça m'avait vraiment évoqué des bulbes. C'est pour ça que je parlais de navets. J'avais pas eu le visuel de bites, mais bon, en le revoyant là, moi bien non sûr, plus, hein. Il y a pas Quand d'ambiguïté j'étais enfant, du tout. Le diable, parce que tu te demandes, what the fuck, Oui. qu'est-ce que tu fais là? En plus, moi, ce film, je l'ai vu après avoir vu Legend. Celui-là, je l'ai vu à la télé, l'épisode 4. Je l'avais pas vu au ciné, j'étais pas née. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, on dirait Darkness. Parce que c'était le diable. Il était hyper stylé aussi dans la cantina. Et puis, le Wookiee. Grido, je l'ai à peine calculé, à part qu'il se fait défoncer. Et oui, Anne a tiré en premier, hein. Oui.
On parlera pas de Grido plus que ça. Non, on s'en fout, vraiment complètement. Complètement. Et après, pour moi, il y a un gros jump et on arrive avec l'œil qui sort dans les poubelles. Ah, on a le même, chérie, la Dianoga. J'adore la Dianoga. Puis alors, j'adore d'autant plus la Dianoga. Est-ce que tu as... Truc, moi. Non, moi la Dianoga, non. Ah mais oui, ça me faisait flipper aussi. Mais la Dianoga a été réhabilitée pour toujours dans un bouquin qui est canon, qui s'appelle D'un certain point de vue, où vous avez une série de nouvelles qui reprennent donc certains points de vue d'histoire. Par exemple, il y a le point de vue de Bérou, qui reprennent comme ça des personnages. Et donc, il y a une nouvelle qui est consacrée à la Dianoga de l'Étoile de la Mort. Alors, elle reçoit un nom, c'est une fille. Ça, félicitations, c'est une fille, la Dianoga. Elle s'appelle Omi, qui veut dire eau en langue africaine. Je sais pas si c'est une langue ou un dialecte, je veux pas me planter, mais donc l'auteur de la nouvelle est Nnedi Okorafor, et le titre de la nouvelle s'appelle The Baptist, la Baptiste. Et donc en fait, elle est en train de baptiser Luke quand elle l'attire sous l'eau, parce que c'est également, en fait, c'est une créature qui est sensible à la force. L'auteur s'est beaucoup inspiré pour la décrire, parce qu'on voit pas grand chose on voit qu'un œil, encore une fois, et un bout de tentacule dans le film. Un bout de tentacule poilu. Ça, un bout de tentacule. Donc du coup, elle a essayé de penser à tous les céphalopodes qui ont une extrême intelligence, etc. Donc elle essaye de s'échapper, et elle a été ramenée, jetée dans le vide ordure pour probablement se débarrasser des condamnés à mort. Je pense que c'est une forme d'exécution dans le côté tordu de l'Empire, on va dire. Et quand il y a Luke qui arrive là-dedans, alors déjà c'est amusant parce qu'elle repère un peu, elle les sent un peu arriver, elle regarde un peu, elle peut se cacher parce qu'elle a des facultés de camouflage, donc apparemment elle peut devenir transparente. Et donc elle les observe, elle se dit oh là là, il y en a une qu'il faut pas que j'approche, c'est la femelle parce que ça va me mettre la race. Donc elle a peur de la femelle, mais pas des autres. Et quand elle aperçoit Luke, elle perçoit qu'il est comme elle, et donc elle limite, elle a envie de s'accoupler avec, j'ai envie de dire, elle a le gros flash, tu vois. Elle se dit ah, ça aurait pu être mon partenaire. Elle l'attire dessous pour le baptiser, tu vois, comme Saint Jean le Baptiste avec Jésus en fait. Et c'est ça, c'est absolument intéressant. Et puis bon, elle le laisse partir, elle va se tirer dessus évidemment. Et donc après, on a ces dernières pensées au moment où l'étoile de la mort se fait dézinguer, où elle dit oh, je me demande qui je serai dans ma prochaine vie. Oh, c'est énorme. Ah donc choupinette la Dianoga. Ah mon Dieu, l'univers de Star Wars ne cessera jamais de m'étonner. Ah bah révélation. Je recommande cette nouvelle et c'est vraiment bien, et sur le plan symbolique c'est super intéressant aussi. Est-ce qu'on a fini avec l'épisode 4? Je crois que oui, moi j'ai rien noté d'autre à part ça. Bah dans les pilotes de la Résistance, on n'a pas vu beaucoup d'aliens dans l'épisode 4. Non, c'est vraiment dans l'épisode 6, quand on voit à nouveau l'Alliance, qu'on a beaucoup d'aliens, mais pas plus dans de l'épisode diversité. 4. Ouais, plus de diversité, ouais. Ah bah de toute façon, dans l'épisode 4, c'est un monde essentiellement blanc, quand tu dis c'est des humains, avec effectivement les aliens passent en seconde main à part le chien. C'est vrai qu'il n'y a pas d'aliens qui se retrouvent en position de pouvoir. Il y a plein de choses à dire également là-dessus, sur la représentation. Donc pour l'épisode 4, on passe à l'épisode 5. Ouais, et alors moi j'adore les Tauntaun. Bah pareil, premier coup de cœur, le Tauntaun en train de crever, qui se fait ouvrir le ventre, ouais. Dégueulasse, quand il y a les petits trucs, espèces de billes blanches là qui sortent du machin, on dirait tu sais les espèces de coussins là qu'on fout avec des billes et puis t'ouvres et puis t'as les trucs là qui sortent, c'est carrément... En même temps, les intestins, d'après ce que j'ai compris, si on ouvrait le bide d'un animal mort qui est plus irrigué, etc., t'aurais pas tant de sang que ça qui sortirait. Mais vraiment, les intestins, c'est blanc comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah, ouais, enfin, je sais pas si c'était censé représenter des intestins normaux, mais enfin bon, l'idée c'était de mettre au chaud Luc, qui devait sentir fou, comme dit Anne, et je pensais qu'il sentait déjà mauvais quand il était vivant, mais là, carrément. Oh, le Tauntaun, nécessité fait loi. C'est ça. Bon, à part ça, pas grand chose à dire, parce que là aussi, c'est bizarre, il y a des aliens qui sont au même niveau que des humains. Alors, quand je dis ça, c'est pas spéciste, c'est juste, on leur donne, ils ont la faculté de communiquer, d'avoir une culture, etc. T'as les animaux aliens, donc c'est vrai que déjà, on n'a pas distingué entre les deux, mais avec le Tauntaun, c'est pas une civilisation. Donc. Ah oui, c'est la différence entre les animaux, alors j'ose pas dire sentients parce que tous les animaux sont sentients, qui ont une intelligence supérieure, une culture, etc. Et les autres, t'as ceux qui sont domestiqués et ceux qui le sont pas. Les animaux sauvages, les grosses bêtes,
qui sont en milieu hostile, etc., qui sont des prédateurs pour l'homme. Je pense que la classification, elle se fait comme ça, en fait. Un peu au doigt mouillé, hein, ou jugé comme ça, en fonction des films et des situations. En fait, je pense qu'on peut les classer à la façon dont les héros interagissent avec eux. J'ai vraiment l'impression que ça marche comme ça, en fait. Mais peut-être que des fois, ils passent à côté de quelque chose, hein. Peut-être qu'ils sont pas au courant, des fois, qu'il y a des créatures douées d'intelligence face à eux, hein. J'en sais rien. Est-ce que la Dianoga, par exemple, tu vois. Bah ouais, regarde. Un animal sensible à la force, c'est... Ouais, encore un animal qui est dans les poubelles et les égouts et le pillage et le machin. Il y a quand même une fascination pour le monde de la poubelle dans Star Wars qui mériterait une thèse. Ouais, le Wampa, pareil, pas grand chose à en dire, à part que peut-être il fait partie de la famille Skywalker parce qu'il perd un bras, alors peut-être que... Luke, je suis ton cousin germain du second degré par ta mère, de ton côté de ton frère, avec l'autre côté du machin. Avec le côté de Chewbacca. Mais moi, tu vois, bizarrement, c'est pas cette bestiole-là qui m'a le plus marqué. J'ai préféré le Tam-Tam au début du film. Moi aussi. Bizarrement. Ouais, bon, l'abominable homme des neiges, oui, bon, c'est pas pareil. On a retrouvé le Yeti. Exactement, puis il est pas sympa le Yeti. Il est pas sympa, mais il a faim, il fait froid, il a faim. Nécessité fait loi, encore une fois. Ouais, enfin on n'est pas chez Tintin, donc du coup on peut passer à autre chose. Ouais. Yoda. Ah bah ça oui. Y est, un peu pareil, la star. Ah bah oui, la star de l'épisode 5. Le maître Jedi le plus improbable qui soit. Bah, puis ils ont tâtonné, hein. Yoda, à un moment, il voulait qu'il soit justement immense, hein. Il voulait faire une créature géante, et puis ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée, donc il faut pas le juger par la taille, et ils sont repartis en mode petite grenouille. Le créateur s'est inspiré de sa propre tête, et également de celle d'Albert Einstein, pour donner une image de sagesse vénérable à la créature. Et puis bon, après la canne, tout ça, la faiblesse. Puis c'est vrai qu'au début, c'est un bouffon, hein, on va pouvoir en reparler avec un autre personnage, mais il arrive, il est juste énervant, hein, il est en train de chercher des carottes, il s'agite le boule, en train de chercher... Mais après, il se bagarre avec R2D2. Il a interagi avec personne pendant 20 ans. C'est ça. Sauf s'il a sympathisé avec les espèces de ptérodactyles là qui volent à un moment donné sur Dagobah, les serpents, ou je sais pas, est-ce qu'il se fait que des soupes de racines où il met des champignons bizarres dans ses soupes, mais... Encore un trafiquant de drogue. Déjà qu'il y a Obi-Wan, je te dis. C'est tout le réseau, tu sais. T'en as un sur Dagobah, il fait la culture des champignons. Et puis sur Tatooine, l'autre, c'est la bœuf, là, dans sa maison pisée sous ses lampes. Non, mais c'est... Ah, l'ordre Jedi, il est tous décamés. En fait, Palpatine, il a juste démantelé un réseau de narcotrafiquants. C'est ça. Un cartel. Vive Palpatine n'a rien fait de mal. Mais oui. Il bosse pour les stupes. C'est ça. Non, mais Yoda, grosse surprise de l'épisode 5 parce que... le Muppet. Ouais, son pouvoir est inversement proportionnel à sa taille. Je sais pas si ça a été dit officiellement un jour ou l'autre dans des interviews au niveau des sources d'inspiration. Mais moi, je pense qu'il y a une petite pointe de Dalai Lama aussi derrière Yoda. Oui, le côté sage universel. Voilà, le sage universel, la personne quand même assez petite, menue, qui commence à se voûter et qui est d'une grande sagesse et d'une grande malice aussi. C'est vrai que le Dalai Lama est tout le temps en train de se marrer. Tu te dis, Yoda, il a un côté un peu Dalai Lama, mais qui aurait fumé ou mangé des champignons. Mais ouais, gros coup de cœur. Et puis surtout le réalisme du sac à dos. Non, mais dans le sens où on y croit aux scènes entre Luke et son Muppet. Enfin, il y a une vraie complicité, tu vois. Ça m'a même vraiment ému quand je les ai revus tous les deux dans le dernier Jedi. Ils retrouvaient son... On y croit vraiment, c'est-à-dire que comme c'est un effet pratique, qu'il y a beaucoup de soin qui a été apporté dans la fabrication de la marionnette. Enfin, perso, moi, je suis fan du Yoda T'es fan du yoga aussi. Du yoga aussi, ouais, c'est parce qu'on a évoqué la masse en est. Ça y est, on est parti, on a Rishikesh, les gars, avec les champignons et tout. Mais donc, du coup, moi, je suis vraiment fan du design du Yoda de la trilogie d'origine. C'est pour ça que j'étais super contente qu'il le refasse quasi à l'identique dans l'épisode 8, que ce soit vraiment le Yoda de mon enfance. Il y a plein de gens qui l'ont trouvé moche. Je suis désolée, c'était génial de revoir Yoda, le vrai Yoda. Hein. Bah ouais, puis même pour Mark Hamill, il retrouvait son co-acteur, quoi, son partenaire. D'ailleurs, c'est hyper émouvant cette séquence dans le directeur Jedi, dans le making of en fait, quand Mark Hamill retrouve la marionnette et tout, il a les larmes aux yeux, il redevient un gamin
gamin, quoi. C'était vraiment trop mignon. Puis en plus, cette scène qu'ils ont dans l'épisode 8, elle est magique, hein. Elle est vraiment fantastique. Ouais, Yoda, la marionnette est hyper bien animée au niveau de la texture, t'as les poils sur les oreilles, t'as le mouvement des yeux, etc., les mimiques, enfin, t'y crois vraiment. Il a des vraies expressions. Puis comme tu dis, là, il est malicieux, il est sympa. Je trouve que dans la prélogie, il est ni malicieux ni sympa. Mais on le reconnaît pas, il est hors personnage. Il est pas dans son personnage. Et puis il est pas malicieux. Enfin, il est tout le temps. Il est guindé, il est cool, quoi. Il a le front plissé, tu vois. Et pourtant, on sent dans la trilogie originale qu'il porte un poids, un chagrin, etc. Parce qu'on sent la douleur qu'il peut y avoir pour lui. Hein. D'ailleurs, il a préféré crever plutôt que d'expliquer à Luke ce qui s'est passé avec son père. Oh non, je vais pas t'expliquer, je préfère mourir. Ça, c'est le grand classique. Ton père est... je meurs. Je vais pas te raconter que c'est un peu de ma faute. Mais mais non, mais franchement, je sais pas, je le trouve moins réussi. Alors par contre, je vais dire tout de suite, alors je sais que tu as peut-être toujours pas vu les épisodes, mais le nouvel amour de ma vie, pardon Kylo, c'est bébé Yoda. Alors j'ai toujours pas vu les épisodes de Mandalorian, mais on m'a spoilé dès le lendemain. Je sais pas comment tu peux vivre pendant tous ces jours-là sans bébé Yoda dans ton existence. Enfin, moi, ça a changé ma vie, là, bébé Yoda. Hein. Mais est-ce qu'il est sensible à la force? Non, ne me dis rien, j'ai pas encore vu les épisodes. Peut-être qu'on va pas tout spoiler. Mais, tant pis, mais il est trop mignon, il est trop mignon avec ses gros yeux, il a des yeux de porc, lui aussi. Il est trop chou, c'est pas possible de faire... Alors, c'est marrant parce que t'as tout le monde qui est là comme des fous dessus. Enfin, moi, je te dis, je soupçonne qu'ils ont créé ça uniquement pour vendre des poussettes et des lignes de couche-culottes et des machins, parce que comme il est dans sa petite poussette bébé Yoda, ils vont nous faire le design derrière, ils vont nous vendre la ligne bébé chez Disney. Mais non, mais attends, c'est pas possible, quoi. Alors, tiens, j'en ai oublié de préciser, mais Yoda, c'est quand même la seule espèce qui est non répertoriée. Ouais. C'est vrai, c'est marrant. Il n'a pas de nom. Ils ont pas de nom. Et alors, c'est vrai qu'il avait possiblement une copine dans le 1. Yaddle, Yoda, la certaine. Yaddle et Yoda, ouais. Yaddle et Yoda font du bateau. Et alors, bon, on sait pas encore d'où vient bébé Yoda. Hein. Là, j'en suis dans le même état que vous par rapport à son origine. Normalement, ça peut pas être le fils de Yoda et Yaddle, puisqu'ils sont pas censés. On n'a pas eu la sextape de Dagobah, donc on ne sait pas. C'est ça. Alors, oui, mais alors, il a 50 ans, donc ça peut pas être avec Luke. Mais on sait pas si c'est pas reproduit sur Dagobah. Mais alors, qu'est-ce que c'est mignon, je veux le même. Il est vraiment trop mignon. À voir si le Mandalorien et son bébé Yoda, ça évolue en... Parce que je t'avais dit, la Baby Cart. Oui. Ah, mais pour l'instant, c'est la nounou. Lone Wolf mais on va vous Cub. faire c'est ça. Non, mais je sais que vous vous dites, mais pourquoi on n'est pas en train de parler du Mandalorien? Moi, ça me titille depuis plusieurs jours. Je vais finir par sortir pas ma sextape, mais ma stat-tape du Mandalorien, parce que je n'en peux plus. Alors, par contre, je dirais juste que quand tu vois des adultes, tu vois Werner Herzog, quand même, tu vois le vieux réalisateur allemand qui est quand même pas né d'hier, il chiale quand il pense à bébé Yoda, tu vois, il te parle de bébé Yoda, il a l'arme à l'œil, donc tu te dis, mais non, il y a quelque chose avec ça. Bon, on a fait une grosse digression, retournons sur nos créatures du 5. J'adore le Yoda mystique, un peu perché, un peu taré de la trilogie d'origine, et puis qu'on retrouve dans la postlogie, parce que quand il crame l'arbre, il s'éclate, il rigole à nouveau, etc. J'aime pas du tout la façon dont il est représenté dans la prélogie. Aussi bien au niveau du design, alors quand on a vu les films quand ils sont sortis, dans l'épisode 1, c'était une marionnette dégueulasse qui louchait, mais au secours. Ah non, mais attends, non, pas seulement, c'était aussi, il était joué par des acteurs. Enfin, il y avait Warwick Davis qui l'interprétait, et puis il y avait aussi un autre acteur qui s'appelle Deep Roy, je sais pas comment ça se prononce, qu'on a vu dans Charlie et la chocolaterie version Tim Burton, c'est lui qui faisait tous les Oompa Loompa. Ah oui, il avait joué dans l'Histoire sans fin, lui aussi. Oui, il était avec l'escargot. Avec l'escargot de course. C'est ça. Avec un acteur indien culte. Et donc, ils ont pas été crédités, mais les scènes où ils marchent, c'est eux qui jouent, en fait. D'accord. La marionnette de l'épisode 1 était tellement moche qu'ils ont tout refait en CGI. Où là, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est vraiment après, au niveau de sa personnalité que... non, moi ça passe pas du tout, ce vieux con Hashtag pas mon Yoda. Hashtag pas mon Yoda du tout, quoi. Dans l'épisode 5, je crois que c'est tout, parce qu'après, oui, on a des bestioles qui installent la chambre de congélation carbonique, mais... Les Huguenots.
Les Huguenots, ouais, il y en a un autre dans le Mandalorian, les Huguenots, mais encore une fois, on s'y attache pas trop dans le 5. Sinon, il y a les Mynock et les Exogorth dans l'espace, là, les grosses limaces de l'espace. Ah, mais t'as t'as le gros ver dans... Ça, C'est ça. Exogorth. Ouais. Et les Mynock à l'intérieur, là. Les espèces, pareil, des ptérodactyles. C'est ça. Ouais, c'est entre la chauve-souris, puis avec une ventouse, là. Ça a une ventouse, ça se colle sur le... Et ça bouffe les câbles électriques. Exactement, voilà. À part ça, on les trouve dans tous les jeux Star Wars, faut les dégommer, voilà, bon, ça sur ça. C'est du tir au pigeon. C'est ça, c'est un peu ça. Bon, bah, fini sur le 5, passons au 6, voilà. Alors, qu'après la cantina, régalons-nous avec le palais de la luxure et de la dépravation des 7 péchés capitaux, qui est le palais de Jabba. Voilà. Et c'est vrai que t'avais évoqué dans un épisode précédent que dans l'épisode 6, ils sont allés dans le grotesque, et ça se manifeste aussi par la multiplication des créatures partout, en fait. Mais vraiment, le palais de Jabba... galerie de tronches, plus. C'est là qu'on voit notre première Twi'lek. Il y a 2 Twi'lek. Il y en a 2 Twi'lek. Le majordome. Moi, celle qui m'a marqué, c'est celle qui meurt, bien sûr. Oula. Les gros cochons verts, là. Les gamoréens, les gardes gamoréens, ouais. Les sangliers gardes gamoréens. Donc les Twi'lek, ou Twi'lek, je sais jamais comment on le dit en français, mais ça Oula, la danseuse qui a rien sur le dos, là, puis qui finit après son acte de rébellion. Je ne ferai pas bisous à Papa Jabba. Mauvais choix. Mauvais choix. Non mais moi j'ai dit girl power là. Quand même, elle a choisi son destin. Elle a dit ouais, vaut mieux se faire bouffer par un rancor, continuer par me faire lécher par ce gros dégueulasse. C'est ça. Très bien. À fond. Et puis le majordome qui est aussi de la même race et qui est c'est un Bib Fortuna. Ah ouais. Moi qui me fichais les jetons parce que je comprenais pas cette espèce de boyau là qui lui tournait autour et puis ses griffes là. Wanawanga. Enfin je sais pas. En plus il était trop vraiment, ouais, non, il était avec ses yeux, puis ses dents toutes taillées en pointe. Le look qui sera repris par le cavalier sans tête dans Sleepy Hollow, toutes les dents en pointe. Ouais, c'est pas faux. Avec, ça se trouve, c'était Christopher Walken déguisé. Déjà, ouais, on ne dit pas tout. Après, il y a alors Max Rebo, hein, l'ortolan. Bizarre d'avoir donné un nom d'oiseau. L'éléphant bleu avec son espèce de... Alors, amusant, tu sais, son espèce de piano, mon fils pensait que c'était une baignoire. Il croyait qu'il était dans une baignoire. Mais je lui dis non, c'est un piano. mais tu vois, c'est marrant parce qu'on parlait du diable de la cantina sur Mos Eisley tout à l'heure. Ils peuvent tous permettre dans Star Wars, tous les aliens, on s'en fout. Mais moi, j'ai quand même des fois, et depuis l'enfance, eu le sentiment qu'il y avait des créatures qui n'appartenaient pas à l'univers de Star Wars, qui étaient incongrues dans l'univers de Star Wars, où tout, encore une fois, tout le plus bizarroïde est possible. Le diable dans la cantina, tu dis, le mec, c'est un transfuge de Legend, ou de la Bible, ou d'un truc démoniaque. Et chez Jabba, que ce soit les gros cochons verts habillés, moi, je les aurais plus vus dans un truc genre Conan le barbare, tu vois. Et l'éléphant bleu, moi je l'aurais plutôt vu dans le village dans les nuages, même référence. Parce qu'il est tout choupi, il est en mousse et tout. Il est mignon comme tout. Au moment où Leia, elle est en bounty hunter, elle est en chasseur de primes, et elle fait mine de faire péter la bombe là. Ils sont tous en train de se cacher partout. Non, lui il se cache les yeux, bichou. Ah oui, il se cache les yeux. Ah oui, c'est vrai, il est mignon. Il est trop mignon. Il faut le caser chez les bisounours, lui il a rien à foutre chez Jabba. C'est ça. Comme beaucoup de gens, il doit pas être là de son plein gré, hein, mais... Il y avait un numéro de Star Wars Adventures qui lui est consacré à lui et son frère, là. Ils sont bizarroïdes, hein, les ortolans, quand même. Hein. Déjà, le mot ortolan, si tu veux, moi, ça m'évoque plutôt du... Un petit oiseau. Un petit oiseau, ou alors du bon fromage. Ah, il y a un fromage ortolan, j'ai oublié. Ah oui, alors nous, c'est cultissime. On a même converti le fils de nos amis Emily et Kevin, qui réclament de l'ortolan à chaque fois qu'on vient, maintenant. Eh ben, c'est normal, alors c'est parce que Max Rebo, il est bonne patte, tu vois. Exactement. Et il se cache les yeux, comme t'es censé manger les ortolans en te cachant le visage, tu vois, tu te mets une serviette sur la tête, et ben c'est pareil, je pense qu'il se cache la tête. Il y a un autre personnage, il y a un autre musicien chez Jabba qui peut nous faire penser à nos amis les bites. Hein. Il y a une bite géante
qui est aussi en train de jouer une espèce de flûte, qui était aussi interprété par Deep Roy, là, le monsieur dont on a parlé avant, qui était dans l'Histoire sans fin et dans Charlie et la chocolaterie. Et alors, Pénis ambulant lui aussi. Hein. Tu te souviens pas de celui-là? Non, je me souviens de la chanteuse, moi. Ah oui, alors ça, et en plus, ils l'ont rajouté en plus en Snootles, là. Ils l'ont remise en image de synthèse. Remettez-nous la marionnette de 1983, les gars. Ouais, elle est intéressante, elle, remarque, hein, parce que elle, c'est une femme fatale, en fait. Hein, C'est une tombeuse de sa race. C'est ça. Elle a pas tué le frère de Jabba, non? C'est pas ça l'histoire, j'ai oublié. Je sais plus, mais... Je crois qu'elle était en couple avec le frère de Jabba, et puis elle a dû finir par le faire tuer, ou j'en sais rien, je sais pas. Il y a une histoire... Une forte femme, j'ai plus l'histoire en encore. tête, mais... Et dessinée par Elsa Chartier, on vous renvoie vers son interview dans le livre Les femmes de la galaxie. C'est elle qui avait fait le portrait de Snootles. Et alors, elle avait une voix comme si elle avait fumé 3 paquets de gitane depuis qu'elle était toute petite. C'est ça. C'était super space. Et je me souviens que t'avais, avec les Twilight, t'avais une femme très très forte qui dansait aussi. Oui, qui a plusieurs seins. Qui a plusieurs seins, en fait. Ils ont mis à tous ces bourrelets, en fait, à cette femme, ils ont mis comme si elle avait un soutien-gorge à tous ces bourrelets. Alors du coup, ce qui devrait pas être joli, finalement, ils l'ont transformé en un atout. Ouais, je l'aime bien parce qu'elle est gracieuse, elle y va, elle danse. Elle danse. Tu vois que l'actrice, la danseuse, elle se fait plaisir, elle s'éclate et elle a bien raison. On est loin de la grossophobie de Porkins, justement de ce personnage de l'épisode 4. Là, elle y va à fond et elle en est presque sexy. Bon, alors, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur le contexte du palais de Jabba, bien sûr. Mais pour le coup, moi, elle me plaisait bien cette dame, cette grosse dame. J'allais dire, c'est pas au palais de Jabba qu'on va faire de la grossophobie quand même, hein, parce qu'on n'a toujours pas parlé du maître du plat principal. Mais Jabba, quand même, encore une fois, les 7 péchés capitaux. Hein, il est gourmand, paresseux, colérique. Il aime le pognon. Il est luxurieux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. Et il est jaloux, parce que je pense qu'il veut aussi la princesse parce que c'est la chérie de Han. Hein. Je pense bien que sûr. C'est aussi il y a de ça, des motivations. Dans son Villainous Crush, il y a de ça, bien sûr. C'est clair. Est-ce qu'on a couvert les 7? Je sais pas, mais en tout cas, clairement, vous pouvez les rechercher. Ils y sont. Il est envieux. Et jaloux, c'est ça, jaloux, envieux, ouais. Et alors les Hutt, c'est vrai que l'image géante là, dégueulasse là, avec les filets de bave, la petite queue là, le bout de la queue qui s'agite et qui tripote la princesse. Et alors le Hutt est hermaphrodite. Ah, je l'ignorais. Et bah oui, alors que pourtant on a des personnages qui se définissent comme féminins ou masculins, ouais, très clairement. C'est ça, quand on va dans l'univers étendu. et tout, ils sont genrés dans. Ils sont genrés au niveau peut-être choix ou ce qui sous-tendrait qu'à un moment, je sais pas s'ils choisissent ou si j'en sais rien, mais ils ont la possibilité d'être, ils sont hermaphrodites et ce sont des marsupiaux, ce qui fait que quand je sais pas s'ils s'accouplent ou s'ils j'en sais rien du tout, mais en tout cas ils ont une poche, ça veut dire que le fils de Jabba, la Rota, virtuellement peut-être qu'il a pas de mère, hein, c'est peut-être que c'est Jabba sa mère ou j'en sais rien, et il a peut-être grandi dans la popoche de Jabba. C'est marrant parce que du coup ils sont très reptiliens au niveau du design. Quand tu évoquais le fait qu'ils sont hermaphrodites, j'étais partie sur les grenouilles dans Jurassic Park qui ont permis le changement de sexe et la reproduction dans le parc. Et en fait, non, ce sont des marsupiaux. C'est très curieux. Ah ouais, mais ils sont également reptiliens dans le sens où ils ont une possibilité d'ouverture de la bouche qui leur permet de manger ce qu'ils veulent. Bon, lui, il aime bien écraser les grenouilles apparemment, et puis fumer du narguilé, mais... Bon, enfin, il c'est le gros sultan, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le gros pacha sultan. Alors, à l'origine, ils avaient même pensé, les premiers designs, ils ressemblaient à Orson Welles. Ah, c'est qui était très gros à la fin de sa vie, mais c'était pas le seul, hein. Plein de grands acteurs comme ça. Mais moi, c'est vrai que Jabba, alors du coup, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma en 83, j'étais toute petite, et lui m'a vraiment traumatisée, quoi. Il m'a vraiment traumatisée pendant des années, Jabba, c'était... Alors que par contre, j'aimais bien la petite bestiole qui est tout le temps avec lui. On aurait dit le fou du roi. C'est ça, Salacious Bikram, qui est un singe lézard kowakien, je crois, et qu'on voit passer à la broche dans Le Mandalorien. Ah, c'est vrai. Ils se font bouffer. Faut vraiment que je les vois. Ils se font bouffer. Et alors, on en a vu... alors en fait, ouais, c'est vrai, c'est de l'animal de compagnie, hein, plus qu'un fou du roi, hein, mais il y a le pirate Hondo dans l'univers étendu qui en a un perché
sur son épaule, Mhm. façon perroquet. Et d'ailleurs, il a des Ah bah couleurs forcément, c'est un hyper pirate. vives exactement, mais il a des couleurs comme un perroquet. Et je sais qu'ils en vendent dans les boutiques Galaxy's Edge. Ils ont des stands spéciaux pour les créatures où t'as des peluches, des machins, des figurines. Et ça fait partie des peluches qui sont bien vendues, je crois, les lézards, singes kowakiens façon pirate des Caraïbes. Ça se vend pas mal, ça. Parce que le nom Salacious Bikram, il y a Salas hein, quand même hein, dans Bah oui, son. bah ça va T'as avec le l'impression côté qu'il des voilà, dieux. il a les mêmes défauts que son maître en fait, hein, parce que il se marre quand il y a des gens qui meurent. À un moment donné, Leia, quand Luke arrive dans la deuxième partie de leur plan, qui est quand même un peu merdique hein, pour libérer Anne. Bref, elle est allongée devant Jabba dans son costume d'esclave et tu vois que Salacious Bikram, il est en train de la passer au rayon X, hein, Oh, c'est un pendant petit qu'elle pervers. somnole. Donc voilà, encore un pervers. Avec la petite queue de Jabba qui touche la cuisse de... Oh, Ah, Leia, c'est, dégoût. ah là Son là. petit Mais, bout de mais, queue, mais là. du coup, Oh, c'est obscène. jouissif quand elle l'étrangle et que tu as sa queue qui bat frénétiquement dans le vide. C'est ça. C'est un signe qui crève, c'est que la queue, puf, elle retombe, etc. Bien fait pour sa gueule. Tu as péché par la queue, tu mourras par la queue. Exact. Mais ouais, la petite bestiole qui se prend à un moment donné, il se fait pas électrocuter les fesses T'as R2, bah si, parce qu'il est en train de bouffer les yeux de C3PO. Ah Donc oui. t'as R2 qui passe à l'attaque et puis on nous voit en train de monter au plafond. Là, il saute au plafond puis il doit leur se balancer une bordée d'injures en kowakien, j'en sais rien, mais Bah, bon, lui, il doit crever quand la barge elle saute avec toute la cour de Jabba. sûrement, mais ça veut dire que Max Rebo il y passe aussi. Ça, c'est un grand drame dans ma famille. Oui, Hein. pour le coup, moi j'étais triste que l'éléphant bleu il meure. J'étais Ouais, vraiment l'éléphant bleu. Ouais, l'éléphant bleu, à ne pas confondre avec l'excellent restaurant thaïlandais sur la rue de la Roquette. Ou les endroits où tu nettoies ta voiture. Ou les nettoyeurs de voitures, voilà. Alors peut-être qu'il y a d'autres éléphants bleus dans la galaxie qui savent pas jouer du piano, qui nettoient des voitures, on ne sait pas tout. Le Rancor, on n'a pas parlé du Rancor. Ah, ben alors moi, il m'a moins fait flipper, il m'a moins marqué que le Sarlacc. Moi, il y a un truc qui m'a marqué sur le Rancor, c'est juste son gros filet de bave, là, sur le côté, là. Là. Tu sais, c'est le monde de la bave, hein, Jabba, tout le monde est là. Tout le monde bave, hein. Ouais, c'est lié à la luxure, à la licence. Ouais, c'est ça. À la Boostify, tout ça. Sorti. Donc toi, le Sarlacc. Alors vas-y pour le Sarlacc. Bah le Sarlacc, ouais, m'a plus marqué parce que c'était l'époque où il n'avait pas de bec. Il fait plus du tout peur avec le bec. Et où t'avais c'est une espèce de vision d'enfer d'une entrée vaginale. Hein. On l'avait déjà évoqué. Le vagin denté, oui. Voilà, et en fait, t'as des cercles concentriques de gencives avec plein de dents. Un peu comme un requin. Un peu comme un requin, effectivement. Je sais pas s'il y a un système de roulement comme chez le requin aussi. Et les tentacules, mais moi les tentacules m'ont moins gêné que vraiment ce trou dans le sable. Et en plus, qui fait des rototos quand il avale... Oui, c'est vrai. Il blure. Là-bas. En même temps, comme si on digérait pendant 1000 ans, c'est ça. Aussi, tu vois, ouais, enfin, tu te fais digérer pendant 1000 ans, c'est con aussi comme truc, parce que je suis désolée, mais toi, t'es largement mort depuis longtemps. Oui, c'est ça. À moins que tu sois Maskanata ou Yoda, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur les humains, tu te dis, bon, je vais être digéré, au moment où je tombe, les premières rangées de dents, ça va me couper la jugulaire ou quoi, je vais vite canner, tant mieux. Mais bon, encore une fois, une créature vaguement vaginale qui bouffe que des mecs. Oui, les Rastars ne sont pas très loin. Non. Après, moi, la seule créature que j'ai notée sur le 6, c'est l'amiral Akbar, hein, celui qui m'a retenu, c'est le mont calamari, que tu imagines dans ton assiette avec une salade verte, si tu veux. Le poisson rouge. Voilà, it's a trap. Bon, bah voilà, le poisson rouge. C'est l'encornette, la paella de ma grand-mère, hein, c'est ça. Mon calamari. Mon Dieu. Qui n'a pas besoin d'un bocal d'ailleurs pour respirer, il est à l'aise. Hein. Et puis il a une mémoire qui domine largement plus de 5 minutes. Leurs vaisseaux sont chouettes. Bon, il est rigolo, il est sympa. Bon bah il meurt dans le dernier Jedi. Ouais, on n'insiste pas trop là-dessus, c'est vrai qu'il meurt dans le dernier Jedi. Bah, il y a les Ewoks, mais bon, c'est vrai que les Ewoks, on en a quand même pas mal parlé dans l'épisode sur les porgs. C'est ça. Il y a certains animaux, donc on va les mentionner, mais on va pas, animaux ou aliens, on va pas mentionner plus que ça, soit parce qu'on leur a consacré un épisode, soit parce qu'on va leur consacrer un épisode, donc je pense que... Et puis t'as ce pilote, là, qu'on retrouve dans la postlogie. Ah oui, Nimnoob, là. Qui a le bas de son visage, en fait, c'est une vulve, hein, on va pas se mentir, t'as les petits téléphons
les grandes lèvres. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça, mais Ah bah moi, tu le si, dis, grave, hein. Mais grave. D'accord. Alors pas quand j'étais gamine, Ok. en 1983, je n'avais pas la référence, mais à l'âge adulte, je me suis dit, en fait, c'est une vulve. À part ça, c'est un excellent pilote qui a apparemment une durée de vie assez conséquente, puisqu'on le retrouve dans la résistance de la princesse Leia dans l'épisode 7. Je sais pas s'il crève dans l'épisode 8, peut-être qu'on le reverra dans l'épisode 9, puisque tous les pilotes n'étaient pas là. Voilà, toute la flotte était pas là, c'est pas fait atomiser finalement dans l'épisode 8. Vu qu'on récupère notre ami, l'acteur fétiche de J.J. Abrams dans l'épisode 9. Mais c'est vrai que par contre là, il se passe ce qu'on n'avait pas suffisamment assez. À partir du 5, c'est vrai que ça commence à se mettre en place. C'est-à-dire des aliens qui ont un vrai rôle. Et à partir du 6, c'est vrai que bon, probablement peut-être qu'ils avaient un meilleur budget, ils avaient maîtrisé plus de techniques, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des pilotes aliens et une meilleure représentation de l'alien avec une palette, on va dire, qui est plus intéressante. L'amiral Akbar, c'est quand même lui qui dirige la flotte rebelle. Ouais, enfin bon, il a une phrase quoi. Je veux dire, il a 3-4 phrases. Ils sont là, mais c'est pas des rôles principaux encore. C'est plus, ça illustre. Mais c'est vrai que on voit des diversités à ce niveau-là. Mais moi, gamine, je croyais que l'empereur, c'était un alien. Ah. Les premières fois où je l'ai vu, je pensais que c'était un alien. Avec ses yeux jaunes, sa peau dégueulasse, les espèces de plis sur son visage. Et en tout cas, ce que tu devines sous la capuche. Moi, j'ai longtemps cru que c'était un alien. Bah, comme il avait les yeux jaunes, un peu comme le majordome de Jabba. Peut-être que dans ma tête, j'ai fait l'amalgame aussi, comme j'étais toute petite, je sais pas. Mais j'étais pas sûre que ce soit un humain, moi, l'empereur. Ah ouais, moi, je suis jamais posé cette question. J'ai dit qu'il avait besoin de passer prendre du Biactol, mais à part ça... C'était tout. On passe à la prélogie ? Oh oui. Alors tu as peut-être plus de choses toi sur la prélogie. Moi j'ai noté, mais c'est vrai que très honnêtement, à part me souvenir des Gungans, mais bon, on va en parler peut-être plus en détail parce qu'on a prévu de vous parler de Jar Jar. Ouais, il y a des bestioles sur Naboo aquatiques. Il y a ces Bulba là, les Dogs là, qui sont tous arbis. Il y a Watto. Ah Watto. Mais là, bon, alors on rentre encore une fois dans tout le problème de la prélogie, c'est-à-dire la représentation vaguement raciste des aliens où ils ont des accents. Bon. En plus, dans la mesure où ce sont des personnages négatifs, Vislar ou machin... Watto, il a un accent juif de Brooklyn. Donc c'est un peu l'usurier, le mec qui aime l'argent, même au niveau du design, enfin c'est franchement raciste. Le personnage de Jar Jar, bon, on reviendra dessus aussi. Alors il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été gommées à la traduction en français à la VF, mais quand tu l'écoutes en VO, franchement ça craint. Ouais, il y a eu des maladresses de commise, hein, et non, tout n'est pas à mettre sur Jar Jar, encore une fois. Ouais, bon, on voit des créatures, mais c'est vrai qu'elles sont tellement CGI que je sais pas. Moi ça a pas des... Ça m'a pas... Il y en a aucune que dont j'ai vraiment envie de discuter à part Jar Jar, mais comme on a dit, on va faire un épisode à part là-dessus. Et puis au Conseil Jedi, la première fois, je t'avoue qu'ils ont pas... j'ai pas vraiment une tête qui est sortie plus qu'une autre. Enfin, j'ai vu vaguement, on les voit de loin, ça insiste pas plus que ça. Enfin, ça m'a pas marqué. À partir de l'épisode 2, ça marque un peu plus. Ouais. Bah, dans les Jedi justement, il y a Shakti qu'on voit dans le fond qui est qui vient une Togruta, je sais pas, c'est la même espèce que Ahsoka dans la Guerre des Clones. Bon, encore une fois, elle a un rôle tellement pas important. Et puis sa scène a été coupée dans l'épisode 3 en plus, parce qu'elle se faisait buter par le général Grievous au début de l'épisode 3. Oui, mais on la voit déjà dans le 2, non, c'est ça? On l'entreaperçoit dans le 2, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une débauche dans le 2. Alors moi, je dirais qu'il y a aussi Kit Fisto dont le nom me fait péter de rire à chaque fois. Parce que je suis désolée, hein, mais Kit Fisto, je sais pas où ils sont allés chercher ce nom-là, mais des fois ils cherchent les embrouilles. Hein, ils veulent vraiment se faire interdire au moins de... je sais pas, il y a un truc qui va pas. Qui a un autolan, machin, bon, très bien, créature aquatique, mais qui est badass dans l'univers étendu, mais bon, qui fait pas grand-chose à part se faire torcher dans le 3. Les Géonosiens, bon, la termitière, ouais. Disons que ce qui sort, c'est peut-être les Kaminoans, là, qui parlent... Ils parlent tout doucement. C'est ça, qui ressemble justement à la rencontre du troisième type. C'est comme si on avait tiré dessus de chaque côté, on les avait décidé de les faire traîner. Tu sais pas comment la tête arrive à tenir sur le balancier. Ah, ils sont élégants. Ouais. Ils sont propres. Ils sont polis. Ils sont extrêmement polis. Ils sont polis. Ils ont des super chaises-boules qui tiennent dans l'air. Voilà, ils sont sur design.
T'as celui qui tient le dinner, là où le pote de Ah non, je l'ai même pas noté lui. Ah punaise, le gros dégueulasse là. Moi Dexter. ouais, Dexter. Moi j'aimais, je sais pas s'il est tueur en série aussi lui. Moi j'aimais l'extérieur du dinner, l'esthétique American 50s. Ça j'aimais beaucoup l'esthétique de vraiment ce truc un transposé. petit peu anachronique. Ouais, mais ça s'arrêtait là, lui le personnage. Déjà tu sais pas comment il arrive à se déplacer dans sa cuisine, il est dégueulasse. C'est ça. Moi j'en veux pas son burger. Tu te dis, je vous conseille pas les frites, elles sont un peu grasses. Non, madame, n'essayez pas d'ouvrir le menu, les pages sont collées. Bon, enfin voilà. Oh là là, je sais pas s'il se lave les mains avant de te faire son repas, tu sais. Bon, moi je dirais plus les trois créatures, encore que j'y crois pas une seconde, mais les trois créatures dans l'arène, le Nexus, la clé et l'espèce de rhinocéros, je crois que c'est un ric ou je sais plus. Je dirais que c'est eux qui m'ont marqué le plus à la limite. Ouais, mais je crois que c'est fait pour, parce que là ils sont vraiment, en plus on est en mode martyr chrétien, on se fait pas bouffer par des lions dans Star Wars, ou empaler par des taureaux, hein, mais on est vraiment là-dedans. Eux on est censé vraiment les repérer. Moi j'avoue que quand Obi-Wan il découpe l'espèce de menthe religieuse en une pâte après l'autre, comme quand tu manges ton tourteau au restaurant de fruits de mer. C'est ça. Attends, il y a à manger dans les grosses pinces. C'est ça. Il va chercher la mayonnaise. Ça m'a un petit peu dérangé. Le chat, il avait beaucoup trop d'yeux. Oh, le chat. Le Nexus. Ah ouais, s'il avait beaucoup trop d'yeux, moi j'ai du mal avec les araignées parce qu'elles ont trop d'yeux. Et là, lui, pourtant j'aime les chats, hein, mais lui, il a beaucoup trop d'yeux. Vilain matou, vilain matou. Là, ils ont collé le chat avec la fille, quand même. Je suis désolée, mais quelque part... La menthe religieuse. Il y a quelque part, la menthe religieuse avec Obi-Wan, c'est bizarre. Limite, ils auraient pu le coller avec Anakin, ça aurait été marrant, parce que c'est l'épisode où ils se marient, tu sais. Ça aurait pu faire un la mangeuse d'homme, est-ce qu'elle le décapite à la fin de... Bah non. C'est ça, la mangeuse d'homme avec Obi-Wan, tu dis, il y a erreur, là. Sur la une erreur de casting. Carrément. Le taureau furieux avec Anakin, remarque, c'est pas déconnant, son petit-fils. Toi-même, tu l'as ajusté. Oui, le taureau furieux. Un taureau oui. furieux. Oui, c'est vrai. Et on rebondit sur Covadis, dont on vous a parlé dans une vidéo précédente. On rebondit aussi sur le Mandalorien, si possible, mais on va pas le faire là. Mais on pourrait parce qu'il y a un rhinocéros. Non, mais c'est pas le même exactement, mais il y a un rhinocéros laineux, mais c'est le même genre, ça fait le même truc. Si, il y a une créature qui a attiré vaguement mon œil dans le fond, c'est une des âmes damnées de Palpatine, celui que tu parlais du diable dans la cantina. Et ben, Masameda, là, c'est un porte-parole. Ouais, qui est bleu, avec des grandes cornes. Des grandes cornes, ouais, il est super space, mais il a un beau design, lui. Il a souvent des super fringues, il est aussi bien fringué que Palpatine, presque. Ouais, il est pas très sympa non plus, je sais pas s'il a pas la langue fourchue aussi, lui, dans le genre, mais voilà, il avait attiré mon œil aussi, celui-là, j'ai pas grand-chose à en dire à part ça. L'épisode 3, je sais qu'il y a ta créature préférée, hein, le Varactyle, avec Boga. Boga, ma lézarde. Voilà, ta lézarde. Ouais, que je surkiffe. J'aimais quand même bien aussi sur Utapao. Oui, je les ai notés aussi, celles-là, ouais. Ces grands aliens qui ont la peau marquée comme presque du bois, comme des cernes de bois. C'est des scarifications. Ils sont beaux. Ils devaient être mis sur Mustafar, et apparemment il les aimait tellement, le père Lucas, que il a décidé de les mettre avant sur Utapau, je sais pas pourquoi. Mais à l'origine, c'était des habitants de... Ils étaient conçus pour être habitants de Mustafar. Et moi, il faut penser à Nosferatu. Ouais, ils ont un côté comme ça très très rigide. En plus, avec ces cols qui remontent très très haut, ils sont très pâles, les yeux enfoncés. Ça fait vampire. Ils font vampire, mais en même temps, ils sont retenus en otage, comme ils le disent à Obi-Wan. Et moi, je les ai trouvés très stylés et vraiment beaux. Par contre, tu vois, par Utapau et les Varactyls, je t'avoue que épisode 3, j'ai rien noté, qu'en fait. Sur les bestioles, on entreaperçoit une Jedi Twi'lek qui se fait défoncer. Ah oui, celle-là, là. Et là, c'est Kura, oui. Un des Jedi qui est au conseil, qui a une tête en forme de bistouquette, hein, encore une fois, une forme de gland. Hein, oui, Kidamundi, ou j'ai oublié un son nom. Un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, lui. Il y a toute la galerie des Jedi qui se font tuer les uns après les autres. C'est vrai que là, mais en fait, ils m'ont pas, comme j'ai pas eu d'attachement et puis je les ai pas repérés plus que ça. On s'attache à eux a posteriori en regardant les Clone Wars. Oui, dans l'univers étendu, c'est ça. Mais sans plus. Donc ça nous permet d'aller sur la postlogie et ses succédani. Enfin, en tout cas, les deux épisodes Rogue One et puis Solo. Mm-hmm. On fait la postlogie parce qu'on a déjà pas mal parlé, mais on
peu rentrer en détail. Qu'est-ce qu'il y a dans la postlogie que tu as noté? Évidemment, le Krolut, Uncarplot. Ton pote le blob de Jakku. Ah, le blob. Bah, le blob, c'est normal qu'il fasse tout le temps la gueule, parce que c'est vrai que c'est normalement une créature qui devrait vivre dans l'eau, et ils l'ont collé sur un désert. Ah, il est pas le bien. mec, il en peut plus, quoi. Alors, si j'ai noté un truc sur Uncarplot, c'est que son petit stand, là, eh ben, ça s'appelle un stand de confession. Alors, le terme m'a bien plu, parce que tu vois, il est derrière, là, tu vois, comme à Confesse, là, avec les gens qui défilent, et il distribue les récompenses. Mais genre, l'idée de confession, et le fait que Ray, tu vois, elle a pas envie de jouer son jeu, et le côté prêtre dévoyé, là, je trouve ça intéressant. Surtout que dans la novélisation de l'épisode 7, clairement, il est dit que Uncarplot, il a protégé Ray des hommes qui voulaient se la taper. Ouais, elle peut se défendre toute seule, mais parce qu'il se la gardait pour lui. Donc c'est un vieux dégueulasse qui voulait se taper Ray quand même. C'est ça, mais si tu réfléchis, les parents ou faux parents ou j'en sais rien ont confié Ray à ce type-là, ou l'ont vendu à ce type-là, on n'a pas tous les détails encore. Elle a été confiée à sa charge, un peu comme tu mettais des orphelins chez les moines ou chez les bonnes sœurs. Hein. Mm-hmm. Donc tu vois cette espèce de sous-texte orphelin élevé par l'église et en rébellion parce qu'elle veut pas jouer le jeu, et c'était assez intéressant en fait. Hein. Ils n'ont pas osé aller complètement là-dedans, mais il y a un sous-texte. Ouais, sinon après les aliens de l'épisode 7... Ah bah les Tidos, hein, mais ça j'en avais parlé quand dans l'épisode on avait été invité par les faucons, les faucons millénials, tout à fait, sur les Tidos qui sont une espèce télépathique. Et ça c'est encore une fois fascinant par rapport à Rey et Kylo et le choix qu'ils ont fait, enfin le concept qu'ils ont eu de ces deux êtres qui sont liés l'un à l'autre par un système télépathique. Une des créatures, la créature principale de Jakku, c'est le Tido qui est un système de télépathie. Donc quand un ressent quelque chose, tous les autres le ressentent aussi, et ils ont un seul nom qui se partage. Ils sont tous Tido. Et ils ont tous les mêmes expériences et les mêmes ressentis, les mêmes émotions, ce qui est fascinant. Alors encore une fois, on le sait pas quand on regarde le truc, on n'en voit pas assez pour le penser, mais il y a des gens qui se sont cassés le cul derrière à imaginer ça dans l'univers étendu et dans tout ce qui est dictionnaire visuel, encyclopédie, Wikipédia et compagnie, quoi. C'est vrai que c'est assez fascinant. On a déjà évoqué les Rastars dans notre épisode. Oui. Je sais plus quel épisode c'était d'ailleurs. Probablement sur le sexe dans Star. Non, peut-être même avant, t'as raison, je sais plus dans lequel c'était. Je sais plus dans quel épisode c'était. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, il y a la galerie de tronche chez Maz, mais après, c'est vrai que j'ai... dont moi, j'ai surtout retenu, Maz, en fait. Voilà, qui vit très vieille. Qui est très très vieille, avec ses lunettes qui font flipper. Il y a plus trop d'aliens après, sur Starkiller, c'est une planète morte, hein, donc de toute façon... Il y a rien du tout, non, c'est pas très intéressant après. Après, donc, on restait sur la postlogie avec l'épisode 8, où, bon, les porgs, évidemment, on va pas en reparler parce qu'on en a parlé. Les Lanais, on en a parlé également, qui sont intéressants, on en a parlé dans le sexe dans Star Wars, je pense ou non, dans les porgs, peut-être. Dans l'épisode sur les porgs, ouais. Ouais, et pareil, qui sont liés à des rites de fertilité, etc. Donc ça, on va en parler. Alors, si, moi, il y en a deux autres qui m'intéressent. Il y a dans Canto Bight, encore une fois, galerie tronche, je peux pas rentrer dans tous les détails, on les voit. Il y en a une quand même qui a piqué mon attention et où je suis allée voir parce que c'est vrai qu'au niveau de l'univers, de ce qu'ils ont apporté d'histoire derrière, c'est passionnant. Alors elle s'appelle Oubla Molbro. La soprano. Une Chidek, ou je sais pas comment ça se prononce, Chidek. Et alors elle se balade avec son sac d'œufs, elle, sur la tête, enfin partout sur le corps. En fait, elle est entièrement recouverte de sacs d'œufs. Elle était sur Canto Bight parce qu'elle est en train de chercher un partenaire qui pouvait fertiliser ses œufs. Et donc un peu comme on vous mettra le visuel, mais il y a la déesse Artémis qui est représentée dans certaines statues mythologiques moyen-orientales. On la voit, tu sais, avec entièrement recouverte de poitrine, de sein. Oui, voilà, c'est le même principe, donc ils sont liés à la fertilité, etc. Et ça fait quand même beaucoup de références aux œufs, à la fertilité et à l'accouplement dans Star Wars et le dernier Jedi. À ça, j'ajouterai le Mandalorien, mais on va y faire un épisode. Voilà, je dis ça. Je vois qu'il y a des œufs. Je dis ça, je dis rien, mais vous êtes prévenus. Hein. Ouais, c'est trop pour les mecs. Et alors, il y a les Vulptis, les magnifiques petits renards de Crate, qui sont trop beaux et qui représentent des animaux qui guident. Le renard, normalement, comme les loups, les chiens, sont des animaux en symbolique qui sont censés guider
les âmes dans le voyage dans l'au-delà et là il guide dans la caverne de Crète vers la sortie, vers la vie, vers la résurrection, vers la renaissance. Donc il y a aussi un aspect symbolique du volume 6 en dehors du fait qu'ils sont stylés, magnifiques, qui est très intéressante. Ils n'étaient pas obligés de faire des renards, ils auraient pu faire n'importe quoi, ils ont fait ça, c'est un choix également et intéressant. Ils sont bien fait chier à faire les renards en cristal. Ils avaient proposé des modèles en animatronics à Ryan Johnson et puis finalement ça fonctionnait pas, donc ils ont fait un mix avec du CGI qui est très beau, qui est très bien foutu, mais tu fais bien de le souligner, hein, derrière chaque décision t'as des séances de brainstorming, je sais pas combien de projets qui sont pas retenus, des réunions à n'en plus finir, machin. Donc le choix d'un renard dans cette séquence qui est une séquence de mort et de résurrection aussi bien pour Kylo que pour la résistance, c'était pas du tout anodin de choisir les renards, et c'est grâce à eux que la résistance survit et que Rey les fait renaître symboliquement. Donc, et puis sinon il y a une dernière bestiole, c'est sur Canto Bike, les Fathiers. Ah ouais, mais je les ai pas notés. Les chevaux au regard triste. C'est entre le cheval et le veau, tu vois, c'est des chevaux avec des yeux de veau. Ils sont jolis, mais bon, ça fait plaisir de voir Rose toute contente, hein, mais... Avec le thème de Rose, qui est un des thèmes les plus beaux aussi que John Williams ait écrit, qui est vraiment très très chou. Mais c'est vrai que finalement, c'est pas eux qui m'ont le plus marqué dans l'épisode 8. Ouais. Disons qu'après, tu peux faire un épisode sur Rose, tu vois, un peu comme dans tous les films, là, des vieux films où c'est une base de roman, où t'as, tu sais, les jeunes filles, là, qui montent un cheval, et puis qui finissent par gagner la course... dans Spirit, je crois que c'est un dessin animé qui s'appelle comme ça aussi, mais tu vois où il y avait un film avec Elizabeth Taylor, c'était Le Grand National, enfin surtout elle qui était férue de il y a un côté mon petit, c'est ça, il y a un côté mon petit poney, tout ça. Il y avait même un épisode de Dr. Quinn femme médecin où elle est obligée de se déguiser en mec et elle gagne la course. Pour faire une course. Voilà, bon c'est un grand classique ça, la fille avec les chevaux. Enfin, il y a ce côté-là, je pense, derrière, en référence culturelle. Est-ce qu'on peut étendre sur Rogue One et Solo? Est-ce qu'il y en a que tu veux ajouter sur Rogue One et Solo? Parce que Solo, t'as, comment elle s'appelle, la chef du cartel pour Lady Proxima. Lady Proxima, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il a pas de bol avec les grosses limaces ou les gros trucs, les verres, les machins. C'est une green de lead. Et t'as Moloch également, qui lui, bizarrement, tu vois, la femelle, elle est dans son trou, elle peut pas bouger. Mais Moloch qui lui se balade avec ses chiens coréliens qui sont... ils sont trop dégueux, les chiens coréliens. Ah, ils font... lui, Moloch, le mâle, il peut se balader, tu vois, il a des papates, tout ça. Lady Proxima, ouais, c'est comme Jabba, quoi. Elle bouge plus, elle fait plus rien. Elle s'est laissée aller. Son apparition au début du film, moi, ça m'a saisi. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va sortir de la mare au canard, là? Il va arriver ce truc immonde, tu fais, oh là là. Ce ton. Secours. Elle aime les bijoux, voilà, bon, à part ça. La Castafiore aussi, mais la Castafiore, elle faisait un petit peu moins peur. Sauf peut-être quand elle chantait, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que Proxima, ils auraient pu lui faire chanter l'air des bijoux, hein. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Bon, du coup, t'avais Han Solo en Capitaine Haddock, ça aurait été bien, mais... elle aurait pu flasher sur Solo. C'est ça, exactement. Oh, petit sparadrap. Mais en fait, le problème de Solo, c'est que t'as plein d'aliens qui sont chouettes. C'est comme Rio, là, le pilote qui se fait dézinguer rapidement, qui se fait passer au début pour une créature plus humanoïde, qui a un casque et puis qui meurt rapidement. T'en as plein là où Orlando joue au sabac. Mais le problème de Solo, c'est qu'il y a un défaut d'éclairage qui fait que la plupart des bestioles, tu les vois pas. C'est pareil quand ils sont sur Kessel, t'en as plein aussi, mais... tu retiens surtout les Wookiees en esclavage. Oui, ouais. Et puis finalement, dans Solo, ils ont surtout mis le spotlight sur les droïdes, les droits des droïdes. Oui, c'est ça. C'est un peu eux les stars du show aussi, quoi. Et c'est là qu'il faudra faire un épisode sur les droïdes. Mais ça, ce sera une autre aventure. Oula. Et dans Rogue One, il y en a plein, parce qu'il y a toute la joyeuse bande de Rogue One où il y a plein d'extraterrestres, Pao, Morov, machin, etc. Il y en a plein. Moi, celui que j'ai retenu le plus, c'est la pieuvre qui lie l'esprit. Ah ouais, la pieuvre de Soguera. Ah ouais. Borgulette.
Ouais, super. qui se nourrit de tes émotions et de tes souvenirs et qui te laisse zinzin quoi derrière. D'ailleurs, tu sais que le mec il s'en est jamais remis de son expérience avec Borgulette là. Ah ouais, non, Mais je dirais que c'est lui qui m'a le plus intéressé parmi les aliens. Ah, lui ou elle d'ailleurs, je sais pas si c'est une fille. Là pour le coup, j'ai pas la référence, mais Ah, mais il y avait aussi l'amiral Radius, oui, encore il y un a calamari. la version pâle de l'amiral Akbar. T'as le poisson rouge, et puis t'as les carpe-koi, tu sais, t'as le poisson rouge, puis t'as le poisson blanc. C'est quand même de lui que contient Le Radius. le Radius, Là où... le vaisseau amiral que Holdo explose dans l'épisode 8. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est con, hein, c'est une toute petite séquence, mais c'est quand on découvre Jean Erso adulte, c'est une alien qui partage sa cellule. C'est ça, c'est une fille, ouais, ça a été confirmé. Bah, en même temps, c'est normal, elle est dans une prison, alors ils vont pas Et mettre je les me filles dis, avec les prison garçons. pour femmes, et en fait, il y a toutes les races. Alors, ça m'a renvoyé vers les Gardiens de la Galaxie, où effectivement, t'as plein de races différentes dans la même prison. Et ouais, au début, tu vois Jean Erso, puis en fait, et je crois que c'est une alien avec des espèces de tentacules. Elle ronfle en plus, et elle fait bouger ses tentacules quand elle ronfle. Ouais, mais bon, quand tu vois Jean Erso après, à mon avis, c'est plus l'alien qui avait à s'inquiéter pour ses miches Que l'inverse. que le contraire, hein. Parce qu'elle est quand même pas... Je veux dire, c'est pas une petite fleur des champs, hein, la Jean Erso. Donc, Ah non, ça se trouve, l'autre, elle était badass. juste là parce qu'elle avait piqué un shampoing dans un supermarché. Tu sais, elle était peut-être même pas, c'était peut-être même pas une criminelle endurcie. C'était Jean hein, Valjean, elle avait volé un pain, la ouais, fille au bagne. elle a volé du pain pour sa petite fille, tu sais pas, enfin... Tu vois, le délit de faciès, hein, quand même. Grave. Bon, et alors, il y en a dans le Mandalorian, mais on va pas en parler plus que ça, et on est arrivé à en glisser subrepticement. Enfin, c'était pas très subreptice, hein, c'était... Non, pas subreptice, mais j'ai vraiment, là, je me retiens depuis tellement longtemps, là, donc je n'en peux plus. Désolée. Ça a explosé. Faut que je les vois. On va pas rentrer dans l'univers étendu plus que ça, on va pas aller dans les BD, on va pas aller dans les machins, mais évidemment il y en a plein. Ah ouais. On vous encourage à nous parler de vos coups de cœur aliens ou de vos dégoûts aliens. Puis on espère que cet épisode vous a plu, que vous avez découvert des aspects intéressants de ces aliens-là, que ça vous a rappelé des bons souvenirs. Ou des mauvais, ça reste des mauvais souvenirs. souvenirs, voilà. Et puis que, encore une fois, méfiez-vous de la musique dans Star Wars parce qu'il y a toujours une bite. Ouais. Tu veux que j'enchaîne là-dessus? Ce sera le mot de la fin. T'es sûr? Bah vas-y, donne un mot de la fin. Oh, je ne sais pas quoi ajouter, je vais juste vous dire à bientôt. À très bientôt.